Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue comme tous les soirs dans votre quotidienne réservée exclusivement à la route du Rhum, 12e édition. Ce soir à mes côtés, comme toujours, Victor Pérez-Boucheron, bonsoir. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Et notre envoyé spécial en Guadeloupe, Nicolas Coute. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-François, bonsoir Victor, bonsoir à tous. Et pour commencer, comme d'habitude, le sommaire de cette émission. Chez les ultimes, Francis Joyon et Yves Le Blévec sont arrivés la nuit dernière et se classent 3e et 4e. Chez les Ocean 50, Quentin Vlaminck est toujours devant, mais il ne compte plus que 27 000 d'avance sur le roux. Chez les IMOCA, Charlie Dalin a perdu sa première place au profit de Thomas Reuillant. Et nous aurons aussi, comme chaque soir, le journal du Rhum, la rubrique On-Board ainsi que notre page réseaux sociaux. Alors vous l'aurez rectifié de vous-même, Francis Joyon et Yves Le Blévec sont arrivés 4e et 5e de cette édition. Et comme tous les soirs, je vous propose pour commencer le résumé des dernières 24 heures. Le ballet des arrivées de la route du Rhum destination Guadeloupe se poursuit au pied du Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. La nuit dernière, le public guadeloupéen a accueilli Francis Joyon. Le marin clôture là sa 8e participation à l'épreuve et ne compte pas en rester là. Dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, dans 18 ans. C'est pas la dernière rasade de Rome, là. Ouais, peut-être pas, oui. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Yves Le Blévec de franchir la ligne d'arrivée. De boucler la course, c'était quand même l'objectif numéro 1. De cocher cet objectif, c'est des sensations très intenses. C'est vraiment chouette. Et comme le veut la tradition, le skipper n'a même pas le temps de poser pied à terre pour refaire le match avec ses adversaires. L'essentiel, c'est quand même d'être là. Pendant ce temps-là, au milieu de l'océan Atlantique, si certains filent vers la Guadeloupe, d'autres sont toujours empêtrés dans une zone sans vent. Ah là on va à Biotherme. Il est à 20 nœuds. Bah moi je suis à 4 nœuds 5. Voilà comment tu perds 20 000 comme ça. Là je suis dégoûté. Une partie de la flotte a enfin trouvé les alizés, ces fameux vents portants qui devraient les pousser jusqu'en Guadeloupe. Aujourd'hui on a une petite surprise. C'est quoi la voile devant? C'est un spi, ça y est, ça glisse. Des bonnes sessions de surf en perspective jusqu'à l'arrivée. Mais il reste encore un peu de chemin à parcourir. La prochaine arrivée est prévue samedi après-midi en Guadeloupe. Alors avant de revenir et de développer les informations sportives, on va revenir sur un fait qui a eu lieu hier soir. Le village d'arrivée a été quelque peu chahuté par des manifestants. Alors Nicolas, vous êtes notre envoyé spécial en Guadeloupe pour en ATV. Que s'est-il passé, Nicolas, avec précision ? Effectivement, Jean-François, près de 200 militants d'extrême gauche se sont présentés à proximité du MACT, le mémorial à Pointe-à-Pitre, où a été installé le village de cette 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. Ces derniers revendiquant le fait de ne pas être vaccinés, donc ce sont des anti-vax tout simplement, mais il y avait également des soignants qui manifestaient parce qu'ils n'avaient pas souhaité à l'époque se faire vaccinés et ils n'ont pas été réintégrés dans leur corporation. À cela s'est ajouté également des contestataires qui évoquent les problématiques environnementales et écologiques, à savoir le fait qu'il manque cruellement d'eau sur le territoire et ils estiment que les politiques sont bien meilleurs pour faire venir la route du Rhum destination Guadeloupe, la 12e édition, plutôt que de s'occuper de leur quotidien. Alors il n'y a pas eu de heurts, mais en tout cas, l'arrivée de Francis Joyon a été quelque peu perturbée, chahutée, mais au final, sur son bateau Idexport, Francis Joyon a pu arriver lentement mais sûrement sur le ponton avant que son bateau arrive à la marina à Pointe-à-Pitre. Donc tout à l'heure, voilà encore une fois un nouveau fait. On a eu il y a 2 jours de cela un terrible drame dont on vous relatait les faits avec le décès d'Alex Picot et de François Naveillant. Cette fois-ci, c'est un mouvement d'ordre social. Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que ces derniers avaient prévenu par le prisme que sont les réseaux sociaux qu'ils allaient manifester. Et les forces de l'ordre, les forces préfectorales n'ont pas anticipé, ce qui est bien dommage.
Merci Nicolas, et heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés. On vous retrouvera dans quelques minutes pour faire la synthèse sportive de cette édition. Merci à vous. Alors revenons au sport justement. Alors comme annoncé tout à l'heure, Francis Joyon sur Idexport et Yves Le Blévec sur Actuel ont franchi la ligne d'arrivée la nuit dernière. Francis Joyon, vainqueur de la dernière Route du Rhum en 2018, est arrivé à 3h56 en 8 jours, 13h, 41 minutes et 40 secondes. Je vous propose tout d'abord le résumé de sa course. Avec 3 places de moins comparé à la dernière édition, Francis Joyon termine 4e sur le même bateau qu'il avait fait gagner en 2018. En 8 jours, 13h, 41 minutes et 40 secondes, Joyon boucle sa 8e Route du Rhum avec 24 heures de plus comparé à sa dernière participation. Francis Joyon a donc fait sa course un peu plus loin des leaders chaque jour, mais a trouvé d'abord Arthur Levaillant décroché après le cap Finistère, puis Yves Le Blévec, de bons compagnons pour régater. Ah oui, ça va être un très beau plateau et c'est vrai que les bateaux nous paraissent absolument magiques. Je vois qu'ils vont à certaines allures à 2,5 fois la vitesse du vent, chose que nous on ne peut vraiment pas espérer. Donc ça va être des bateaux fabuleux à mener par mes concurrents bien sûr. Oui, il y a tous les éléments réunis pour faire une très grande course, une très belle course j'espère qu'on sera le maximum à l'arrivée, on sait bien que les routes du Rhum, il y a un taux d'avarie assez important et que souvent il y a des abandons, donc j'espère ne pas en connaître et j'espère que mes concurrents n'en auront pas non plus. À plus d'1 jour et 17 heures de retard sur Caudrelier, Francis Joyon aura mené à 100% son Idexport du début à la fin. La seule façon de naviguer qui intéresse cet inoxydable amoureux des multicoques. À 66 ans, c'est la 8e Route du Rhum de Francis Joyon. Une fidélité et une longévité sans égale qui forcent le respect. Alors bien qu'ayant perdu sa couronne, le skipper français est satisfait de sa traversée. C'est ce qu'il a confié ce matin dans le port de Pointe-à-Pitre. Voilà, effectivement, je suis étonné que pour une place de 4e, il y ait du monde qui se déplace comme ça. Voilà. Pour moi, c'est le milieu de la nuit, donc je suis tout à fait étonné que vous ayez fait cet effort de venir accueillir un 4e, un modeste 4e. Voilà. C'est toujours... C'est vrai qu'on affronte plein d'aventures sur le trajet et on se retrouve à faire 1000 choses incroyables qu'on ne ferait jamais dans la vie normale. Et en arrivant en Guadeloupe, du coup ça fait partie du charme aussi d'arriver en Guadeloupe et puis de retrouver des gens qu'on a déjà rencontrés et puis, avec qui on a eu plaisir à voir les éditions précédentes. Oui. Oui, on peut dire parce que bon, pas par le mauvais temps, mais par le fait que c'est un bateau très dur à manœuvrer. Il y a eu beaucoup plus de manœuvres que d'habitude, en fait. Je dirais à la limite, pour moi, ça aurait été plus facile de faire le départ du dimanche, où il y avait plutôt moins de manœuvres, de partir au nord de l'Irlande et de repartir au sud après. Là, le fait de faire de très nombreux virements avec un bateau comme ça, c'est un peu l'enfer. Oui, vraiment fatigué, oui. Ça, c'est un petit peu le jeu, du fait que j'étais avec Yves au contact. Les 2 dernières nuits, on savait qu'il ne fallait pas lâcher ni l'un ni l'autre, que c'était là que ça se jouait. Voilà, ça crée forcément une belle dose de fatigue, le fait d'être en compétition comme ça. Mais avec Yves, c'est vrai qu'on a bien joué avec parce qu'on avait fait tour de l'île de White, donc Yves avait gagné. Après, on enchaîne sur Coves Dinard, on arrive à gagner. C'était en équipage. Là, on a refait la course des phares qui est à l'île de Saint. Et il va gagner. Et là, voilà, une fois sur 2, voilà, on peut dire en gros. Et pour revenir il y a 4 ans, c'était encore avec ce bateau qu'on était en compétition. Et pour revenir encore plus vieux que ça, avec François Gavard, on avait fait The Bridge. Et François avait fait premier à The Bridge et nous 2e sur Idec en fait. Donc on a beaucoup régaté contre ce bateau, on peut dire. Alors c'est vrai que mon préféré, vous savez qui c'est, donc j'en dis pas plus. Mais bon, non, il a fait une très belle course. Ils ont fait tous les 3 une très belle course. Mais c'est vrai que François, à mes yeux, il avait eu beaucoup plus de
de courage à affronter plein de difficultés. Il avait perdu un sponsor, il en avait retrouvé un autre, il avait réussi à finir ce bateau qui était à moitié abandonné en cours de construction. Il avait, après, il se retrouvant avec les difficultés contre ses concurrents. Enfin, je trouvais qu'il avait eu énormément de courage et j'aurais trouvé qu'il aurait fait un très très beau vainqueur. Et il a fait une très très belle course, donc je suis très content pour lui. Mais il aurait pu, j'aurais été encore plus content pour moi de le voir gagner. Voilà. En fait, j'ai vu que effectivement les bateaux, ils allaient dans les conditions de vent idéales de l'ordre de 20 nœuds de vent. Ils vont 10 nœuds plus vite qu'un bateau traditionnel, donc là c'est sûr que ça fait des différences énormes qui fait qu'en plus il y avait un système qui enchaînait, qui faisait que les bateaux qui étaient devant arrivaient à avoir une mer plus plate et des conditions meilleures. Donc il n'y avait pas photo, on pouvait pas faire grand chose derrière, quoi. Avec Yves et puis avec Arthur Levaillant, on a passé les fronts plus durement que les premiers, parce que forcément, du fait qu'on était derrière, on a pris les fronts avec beaucoup plus de mer que les premiers, et bon voilà, c'est la vie, hein. Dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, dans 18 ans. Moi j'aime bien naviguer, et puis c'est vrai que j'aime bien la navigation solitaire aussi, où on peut vraiment trouver on apprend des choses. Moi j'ai appris plein de choses sur le bateau encore, alors que ça fait 5 ans qu'on navigue à bord. Moi j'ai appris plein de trucs sur cette route du Rhum. Par exemple, là, il n'y a plus que la moitié des winches qui marchent. Et j'ai appris à naviguer sans winch, par exemple. C'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. J'ai pensé à un moment, je me suis dit, ça doit être le bateau qui veut sa revanche. Il va réussir à me passer devant. Et justement, j'ai bien bloqué le passage en serrant la côte pour pas qu'Yves puisse venir se glisser à la côte comme j'avais fait il y a 4 ans. Et je m'en suis beaucoup méfié. Je me suis dit, ça c'est vraiment le bateau qui va vouloir prendre sa revanche sur la 4 ans. Même si c'est plus le même skipper, le bateau a une mémoire, il va vouloir. Qu'est-ce que je retiendrai de cette belle course 1000 petits moments, bien sûr, hein, mais le fait que c'est la première dont le départ a été retardé, c'était jamais arrivé. Non, il n'y a rien d'extraordinaire qui me vient, c'est plutôt plein de petits moments de navigation qui ont été très forts. J'avais des doutes au départ, j'en avais plus à l'arrivée, donc c'est que c'était bon. J'ai dû faire des trucs que je me pensais plus capable de faire, comme grimper au mât dans une houle énorme pour aller démêler une drisse qui n'était pas en haut du mât, c'était au tiers du mât. Mais quand il y a beaucoup de mer, on est vraiment secoué, ça tape dur. Donc on est obligé de se dépasser, hein, pour réussir à faire une transat sur ces bateaux. Il faut vraiment se dépasser, puis c'est toujours intéressant. Francis Joyon navigue sur les mers depuis plus de 30 ans et à 66 ans, il dispose d'un des plus jolis palmarès de la voile française. 66 ans et 4e de la 12e édition, respect Francis Joyon. Natif de Hanche en Eure-et-Loire, il commence sa carrière en 1988 et participe à sa première route du Rhum en 1990. Un an plus tard, il remporte sa première grande épreuve, la Transat anglaise. Enfant, il est proche de la nature qu'il découvre dans la vallée de la Drouette. Moniteur au Glénan et convoyeur, il forge son expérience sur des voiliers disparates. Il enchaîne les performances, vainqueur du Tour du Monde en solitaire en trimaran, record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire, record du Tour du Monde absolu en solitaire, record de l'océan, vainqueur du trophée Jules Verne et vainqueur de la route du Rhum. Joyon a parcouru toutes les mers du globe. En 2018, Francis avait appuyé sur pause en hissant miraculeusement à la première place un bateau datant de 2006, déjà double vainqueur de l'épreuve. Cette année, son record a été battu de 19h47. Cet autodidacte n'est donc pas prêt à raccrocher les bottes. La grande voile de nouveau hissée, Francis Joyon est loin de regagner le port. Un petit peu plus tard, c'est Yves Le Blévec qui est arrivé dans la baie de Pointe-à-Pitre à 6h04, bouclant ainsi l'aventure en 8 jours, 15h49 et 1 seconde s'il vous plaît. Le résumé de sa course tout de suite en images.
Yves Le Blévesque, 5e de la route du Rhum en 8 jours, 15 h 49 minutes et 1 seconde. Le skipper d'Actual Ultime 3 avait un plan de bataille bien en tête au départ de Saint-Malo, mais Yves n'a jamais pu s'accrocher à la roue des leaders, sans doute surpris par le rythme imprimé par Charles Caudrelier et moins inspiré dans ses choix de trajectoire à travers le golfe de Gascogne. On est sorti du golfe de Gascogne, enfin, et on va en direction des Açores à bon rythme. Donc ça se passe vraiment bien à bord, tout va bien. Et on est sur la route des Alizés à bord d'Actual. Enfin, pas tout de suite, hein, il faut encore passer quelques transitions. Avec 250 000 de retard au passage du premier front, Actual Ultime 3 était donc condamné à vivre une autre course que celle du trio de tête qui crevait son avance à chaque nouvelle frontière météo. Lorsque Actual Ultime 3 finit par doubler d'export dans l'Alizé, on pense que le plus dur est fait, mais la perte du Grand Genecker 3 jours avant l'arrivée limite les performances du bateau et Yves Le Blévesque termine finalement 5e de sa première route du Rhum en ultime 32-23. Alors à 56 ans, le Français était heureux d'avoir réussi sa course. Il est revenu toutefois sur ses difficultés techniques et physiques. Je vous propose tout simplement de l'écouter. Ouais, je suis fatigué. Enfin, c'est vraiment éprouvant. C'est ce que je disais à François. Là, de naviguer sur ces bateaux-là, ça va vite, hein, c'est top. Hein, je sais pas combien, 8-9 jours. Enfin, mais quelque part, ça se mérite. Voilà, c'est très éprouvant. Très éprouvant, la vitesse, générateur de stress. Et c'est un peu sans limite, la vitesse, quoi. C'est que plus tu attaques, plus ça va vite. Donc, voilà, c'est pas facile de savoir. Et puis, à un moment, quand tu attaques trop, tu peux pas dormir. Donc, c'est pas facile de trouver l'équilibre. Ah ben carrément, mais en fait, ce qui s'est passé, on n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais il y a 3 jours de ça, en fait, j'ai perdu mon grand Genaker, qui s'est déchiré de façon assez incroyable. Enfin, c'est même un peu plus compliqué que ça, mais il y a eu un événement, là, en 2 heures de temps, il y a eu 3 pannes qui sont arrivées, assez majeures dans le bateau, bon, qui ont été résolues, sauf le Genaker qui n'a pas été résolu, et qui n'avaient aucun lien les unes avec les autres, et qui sont arrivées en même temps, en escadrille. Et donc du coup, j'ai été obligé de ralentir, m'arrêter, ranger le Genaker, envoyer le J1, enfin le petit Genaker. Et puis à partir de ce moment-là, rien que le temps où j'étais obligé de m'arrêter pour changer la voile et puis réparer les petits bugs électroniques qu'il y a eu, Francis était revenu à peu près au même niveau. Et puis après, j'allais un poil moins vite, quoi, hein, donc voilà. Mais sinon l'objectif c'était de conjurer le sort de la dernière édition de la Route du Rhum de 2018. Et puis, ce que je disais à François tout à l'heure, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Mais c'était plutôt sympa, ouais. Ouais, en fait, ça enchaînait vraiment très vite. Moi, j'ai eu du mal. Au près, déjà, en fait, il y a vraiment des écarts de vitesse au près entre les bateaux. Et à partir du moment où j'avais pas la même vitesse, c'était vraiment compliqué. Et dès le départ, je suis parti avec un riz alors que ça passait grand voile haute. Et dès le premier virement, j'ai renvoyé le riz, ça a pris pas mal de temps. Enfin, dès le départ, j'étais un tout petit cran derrière. Et après, les autres, ils étaient bord à bord et ils ont super bien navigué. Enfin, moi, je suis très impressionné du niveau d'attaque qu'il y a et de ce que ça peut comporter comme niveau de tension, de stress, de fatigue qu'il peut y avoir. Moi, il y a un moment donné, j'étais très 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 fatigué. Alors ça va parce qu'on a un peu de métier et je voyais bien que là, j'étais à la limite. En fait, il y a un moment donné, quand tu manques de sommeil, tu peux faire des conneries énormes. Enfin, tu peux complètement disjoncter et prendre des décisions, faire des contre-décisions, quoi. Donc je voyais que j'étais pas loin de ça et il fallait, l'urgence c'était de dormir. C'est vraiment de gratter même pas quelques heures, hein, mais quelques minutes de sommeil. D'être super content d'arriver. Mais vraiment, l'arrivée, le franchissement de la ligne, d'aboutir
de boucler la course. C'était quand même l'objectif numéro 1, c'est de prendre les départs d'une course, c'est de franchir la ligne d'arrivée. De cocher cet objectif, c'est vraiment top. Donc c'est des sensations très 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 intenses. Ouais. C'est vraiment chouette. Il y a plein, alors entre plaisir et douleur, c'est très partagé parce que effectivement les machines sont hyper exigeantes, mais à la fois ça fait partie du plaisir de naviguer, cette sensation d'être au niveau de la machine, enfin d'être au niveau de... Donc le plaisir il est là, mais c'est vrai que à la limite là où c'était plus sympa, c'est ces 2 derniers jours où de toute façon j'étais à fond avec ma combinaison de voile. Ça allait un peu moins vite, mais ça marchait bien quand même. Et là j'étais souvent assez contemplatif de regarder les étraves qui dévalent, qui attaquent un espèce de truc qui court sans arrêt, quoi. C'est assez incroyable la façon dont les bateaux marchent, quoi. Donc c'est vraiment... je navigue sur une machine extraordinaire et qu'on a amené à Pointe-à-Pitre, pas tout pété, donc c'est bien. Quoi qu'il en soit, vainqueur de la Jacques Vabre ou encore 4e de la Route du Rhum en 2014, le natif de la région parisienne réalise tout simplement une magnifique carrière. Originaire de la banlieue parisienne, Yves Le Blévec déménage rapidement à La Rochelle. Passionné par la mer et la navigation depuis son enfance, il entre après son baccalauréat dans le milieu de la voile en tant qu'apprenti ouvrier sur un chantier naval rochelais ainsi que moniteur de voile. Vainqueur de la Mini Transat, 1er et 2e de la Transat Jacques Vabre, 4e de l'édition 2014 de la Route du Rhum. Le Blévec s'est confié à notre micro au départ de Saint-Malo. Le truc habituel de la course au large où entre l'état des bateaux, l'état général de la flotte au départ et à l'arrivée, il y a toujours des trucs qui se passent en tout cas. Ah mais je regarde, alors ça c'est sûr parce que ça prend pas tant de temps que ça. Et je regarde alors, régulièrement, je sais pas, mais de façon quand même justement un petit moment comme ça. Puis ça fait du bien aussi de faire un tout petit relâchement, ça prend quelques minutes de récupérer un fichier, de voir, et puis je regarde toutes les catégories, tu vois, la collection de mâts d'IMOCA, là, c'est comme les ultimes, quoi. Il n'y a jamais eu autant d'IMOCA au même endroit, au même moment, quoi. Je pense pas. Yves Le Blévec termine à la 5e place en 8 jours, 15 heures, 49 minutes et 1 seconde. Ouais, belle 5e place, effectivement, obtenue. C'est le moment, justement, de faire quand même le point, Victor, avec vous, sur le classement de cette catégorie ultime. Toujours des bateaux en course, hein. Jean-François, après l'arrivée hier soir de Francis Joyon sur son ligue d'export à la 4e position, suivi donc de Yves Le Blévec sur actuel Ultime 3, toujours en course, qui devrait se présenter à Pointe-à-Pitre dans quelques heures. Arthur Levaillant, le Rochelet, sur son mieux, qui se situe à 336 000 nautiques donc, de la Guadeloupe. Derrière lui, Armel Lecléache, qui, on le rappelle, avait fait un arrêt stratégique, un pit stop à Lorient pour réparer donc, cette dérive cassée sur son Maxi Bank Populaire 11. Et derrière lui, en queue de peloton à la 8e position, Romain Piliard sur son Use It Again by Extia. Merci Victor. Et il est temps justement de retrouver notre envoyé spécial en Guadeloupe, Nicolas Coute. Nicolas, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement Jean-François, avec ce temps qui est mi-ensoleillé, mi-pluvieux, à l'image de ce à quoi on peut s'attendre à ce type de période, à ce moment-là de l'année, précisément. Alors la question que j'avais envie de vous poser, alors même si la course n'est pas terminée, pour tout le monde en tous les cas, quel bilan sportif, Nicolas, peut-on tirer pour le moment de cette 12e édition de la Route du Rhum ? Déjà, c'est un peu hâtif et c'est pas forcément respectueux des autres catégories dans la mesure où il y a un Rhum multi et les Rhum mono qui sont là avec leurs petits bateaux bien plus petits que les ultimes et qui sont encore très très loin d'avoir terminé leur course. Certains n'ont même pas encore fait la moitié. Si on ne parle en revanche, et là où vous avez raison, que de la catégorie des ultimes, on peut se rendre compte que la technologie aidant, les bateaux sont devenus de vrais engins aériens avec des vitesses moyennes de 30 à 40 nœuds, ce qui fait que ce sont de véritables vaisseaux.
Et on l'a vu au travers du record de Charles Caudrelier sur le Maxi Edmond de Rothschild, avec la deuxième place au classement de François Gabard, le Charentais, sur SVR Lazartigue, ou encore Thomas Coville sur Sodebo 3, même si son bateau commence à être un peu ancien par rapport aux deux premiers cités. Inutile de vous représenter ceux qui sont arrivés cette nuit et de reparler d'eux, qu'il s'agisse de Joyon ou de Le Bleubec. En revanche, on va suivre le bateau mieux du Rochelet et l'orienté Arthur Levaillant qui devrait arriver demain matin ici en Guadeloupe. Et puis surtout, il y a donc les deux autres catégories phares, les Ocean 50 et les IMOCA. Chez les Ocean 50, Lalou Rouquayrol, votre invité, vous le dira dans quelques instants. Et vous le saluerez. À l'image de ce que d'autres ont connu, notamment sur. Vous m'entendez, Jean-François? Oui, absolument. Moi, je vous entends très bien, mais donc je vais continuer sur ce que je vous expliquais. À l'image de ce que d'autres ont connu, donc avec cette chute littérale du vent avec 48. La liaison est compliquée, Nicolas. Excusez-nous, on vous entend très mal. Continuez. Eh bien, je vous rends l'antenne alors. Ouais, merci beaucoup Nicolas et désolé à nos téléspectateurs, mais effectivement la liaison avec la Guadeloupe n'est pas toujours une chose très évidente. Veuillez nous pardonner. Sans transition, je retrouve avec moi en plateau Victor, où là la liaison est plus facile, il est à côté de moi, et on va faire avec vous, Victor, le point sur le classement des Ocean 50. On va compléter si vous le voulez bien. On va compléter ce que voulait dire Nicolas à propos de Quentin Vlaminck sur son Arkema. Quentin Vlaminck en première position avec son routeur Lalou Rouquayrol que vous recevrez dans un instant. Donc Quentin Vlaminck en première position, suivi de très très près, 23 000 nautiques d'écart par Erwan Leroux sur son Coesio. Sébastien Rogue à la troisième position sur son Primordial accuse un retard de 114 000 nautiques sur Quentin Vlaminck. Quatrième position pour Armel Tripoint avec ses petits doudous à 974 000 nautiques de la Guadeloupe. À la cinquième position, Éric Perron sur son Comme il faut. À la sixième position, c'est Gilles Lamiré sur groupe CGA Milan Sourire qui accuse un retard de plus de 1594 000 nautiques sur de la Guadeloupe. Et donc on rappelle évidemment l'abandon de Thibaut Vauchel-Camus suite à un chavirage de son bateau, et dès le premier jour Sam Goodchild, ce sont les lettons, victime de son mât qui lui a cogné la tête, et la bombe de son mât qui l'a cogné, et blessé au bras, donc qui est transporté à l'hôpital et qui a dû quitter la route du Rhum dès le premier jour, et qui était le grandissime favori Victor de cette catégorie. Alors revenons justement et restons plutôt sur cette catégorie avec ce scénario Hitchcockien que vous nous avez très bien décrit, je vais y arriver, pardon. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour en parler justement Lalou Rouquayrol. Vous êtes le coach, un petit peu le formateur, le routeur de Quentin Vlaminck. Bonsoir Lalou. Bonsoir Lalou. Bonsoir. Et vous êtes aussi skipper et aussi le patron du chantier naval Lalou Multi pour être complètement exhaustif. Alors Lalou, ce schéma, ce scénario à 800 000 quasiment de la tête à l'anglais, comme on dit, comment les choses se présentent pour Quentin? Écoute, c'est pas simple, c'est pas facile. Erwan Leroux là avec Coesio nous met beaucoup la pression. On trouver la vitesse, on essaie de trouver donc les meilleurs angles avec Eric Mas et Alex PA. Donc là je suis d'ailleurs sur le bateau d'Alex qui est en train de se creuser la tête et de s'arracher les cheveux parce qu'en fait il y a peu d'options, et au final il faut qu'on aille chercher les petites bascules qui nous permettent de grappiller des petits milles, de trouver la vitesse aussi pour le bateau. La bonne nouvelle c'est que Quentin est plutôt bien, il est motivé, il est bien, il a réussi un peu à dormir cette nuit parce qu'on a pu régler le bateau très correctement au niveau du pilote, voilà. Donc on a passé une meilleure nuit là que la nuit dernière, mais voilà. Donc ça reste quand même très très tendu avec pas d'erreur à faire, quoi. On annonce côté météo quelques grains également. Oui, mais des grains, ça fait à peu près 3 jours qu'on est dessous, hein, donc il y en a à peu près en permanence. C'est assez pénible parce que du coup on passe de vent de 18-20 nœuds à 24, 25, voire un peu plus. Il a eu des pointes à 28 nœuds là tout à l'heure dans l'après-midi. Donc du coup, c'est-à-dire que on est toujours assez mal toilé, soit on est surtoilé, soit on est sous-toilé. C'est aussi une prise de risque.
vis-à-vis donc du bateau, hein, donc par rapport aux vitesses. Donc c'est extrêmement compliqué d'arriver à bien régler un bateau donc sous un grain, sans compter que c'est ce qui occasionne donc les petites bascules donc du vent qui se prend soit un peu de droite, soit un peu de gauche, et donc voilà, c'est tout ça qui fait que cette arrivée sur la Guadeloupe se mérite et est vraiment compliqué à gérer, quoi. Lalou, est-ce que clairement on peut s'attendre à ce que le scénario final se déroule finalement quand ils vont, parce que nous on est là, nous on est en plateau, c'est plutôt facile, quand les deux skippers vont tourner autour de l'île pour arriver justement dans la baie de Pointe-à-Pitre? J'aimerais que ça ne soit pas justement le scénario final. L'idéal pour nous, ça serait qu'on ait une petite vingtaine de milles d'avance sur Erwan quand on arrive donc sur la Pointe à l'Anglais, donc quand on arrive sur la Guadeloupe, ce qui permettrait de peut-être d'amortir le ralentissement qu'on aura fatalement donc sur la Guadeloupe. Si c'est un scénario où on se retrouve à quelques milles l'un de l'autre, ça va être extrêmement difficile parce qu'en fait Erwan sera dans une position qui lui permettra de gérer finalement donc la molle de celui qui est devant, donc s'il tombe dans une molle. Donc du coup dans ces conditions-là, par moment, il vaut mieux être chasseur que chasser, et donc ça serait le pire des scénarios. Donc du coup on essaye de garder la vitesse, de garder les bons angles pour nous permettre donc d'arriver avec un petit matelas qui nous permettrait d'arriver sur Pointe-à-Pitre plus confortablement, quoi. Alors, vous le disiez, Lalou, il y a le chasseur et le chassé, il y a aussi, entre guillemets, le jeune et puis celui qui a un peu plus d'expérience. Est-ce que ça peut jouer également? Alors oui, ça peut jouer évidemment, bien sûr, parce que Erwan a une expérience incroyable donc à la fois donc de ce bateau-là, donc des Ocean 50. Il a gagné quand même le Route du Rhum aussi, donc sur un Ocean 50. Donc c'est évidemment donc l'expérience qui peut jouer. Maintenant, on a peut-être la chance d'avoir constitué donc une équipe donc à terre justement donc d'accompagnateurs, donc de routeurs, avec des gars d'expérience, hein. Alex Peya aussi donc a quand même un paquet de milles donc derrière lui, avec aussi donc une victoire sur une route du Rhum en classe 40, et puis Eric c'est mon compagnon de très très longue route, puisque ça fait donc on travaille ensemble depuis 1998, Eric Mas. Donc voilà, donc on a à ses côtés, peut-être aux côtés de Quentin, donc beaucoup d'expérience. On a cette chance en fait d'avoir pu monter cette équipe et donc d'avoir Yance à ses côtés, et on a la chance d'avoir un skipper, Quentin, qui écoute particulièrement, qui se nourrit de cette expérience et qui derrière peut en bénéficier. Donc ça peut peut-être compenser en fait sa jeunesse, et là aujourd'hui ce dont on s'aperçoit, c'est que Quentin, il navigue vraiment super propre, il navigue vraiment clairement, il a la tête froide, qui permet peut-être de prendre les bonnes décisions au bon moment, quoi. Donc on communique beaucoup, on a, je sais pas, par jour on doit échanger, je sais pas, peut-être 500 600 messages, hein, par messagerie donc instantanée, et donc ça permet donc d'être en contact permanent avec lui, de lui amener des petites choses, des petits réglages, des choses comme ça. Donc lui aussi, ça lui permet d'être rassuré sur certaines conditions, des fois, donc sur des réglages, enfin voilà. Donc c'est l'avantage donc des Ocean 50, donc de pouvoir être routé, ce qui permet donc d'avoir une aide supplémentaire. Donc c'est jamais qu'une aide, hein, c'est lui qui prend les décisions, bien évidemment, mais ça lui permet donc d'avoir une aide supplémentaire sur l'eau, quoi. Au-delà effectivement des qualités techniques, des conseils que vous lui donnez et puis de ce qu'il en fait, et bien évidemment, c'est lui qui décide, vous l'avez bien dit, Lalou. Il y a aussi un aspect très important, j'imagine, à ce niveau de la compétition, c'est le moral, c'est son moral d'acier. Vous nous en parlez déjà il y a quelque temps quand vous êtes venu déjà dans cette émission. Est-ce que là aussi, le mental peut quand même jouer, Lalou, d'ici l'arrivée finale? C'est marrant que tu poses cette question-là, parce qu'en fait, donc ce matin, on a eu quelques échanges donc à couteau tiré, donc avec Quentin notamment, parce que parce que justement donc il faut relancer donc le moral, il faut relancer la machine. C'est pas facile de se voir, tu vois, donc grappiller des petits milles donc les uns derrière les autres, c'est pas simple. Donc du coup voilà, donc on est là aussi pour ça, pour essayer de le remotiver. Il est vraiment extrêmement motivé, il est vraiment extrêmement dans sa course, mais voilà, donc au bout de 9-10 jours de course, on fatigue, il y a une fatigue physique
s'accumule, hein, donc qui est forte, qui est lourde. Ils ont fait, je sais pas combien d'empannage, donc entre là, depuis les 2 derniers jours, là, ils ont beaucoup travaillé donc sur les bateaux, entre les envois différents envois de voiles et ensuite ensuite donc voilà, donc les empannages, donc c'est-à-dire les changements de direction où à chaque fois il faut border 30 mètres d'écoute. Enfin, donc ça représente quand même un effort important. Donc je pense ils commencent là à être bien fatigués, bien tous, hein, donc bien exténués, et donc derrière, voilà, on est là pour essayer de le rebooster, de lui redonner donc l'envie, de lui dire que il y en a plus que pour 1 jour et demi, 2 jours, et que c'est maintenant où il faut tout donner, quoi. Où il faut essayer de se surpasser, d'aller plus loin que lui. Mais voilà, donc ça, j'ai assez confiance dans Quentin pour trouver les ressources. Il a été préparé donc à cette course. On l'a préparé depuis déjà maintenant 2 ans. Là cette année, il a beaucoup travaillé donc sur le physique et sur le moral également. Et donc j'ai assez confiance en Quentin pour qu'il trouve les ressources en lui et puis reste solide, quoi. Justement, en quelques mots, Lalou, quelles sont ses principales qualités? Je dirais que Quentin est un garçon qui est très calme, donc qui appréhende les situations avec sérénité, qui s'énerve assez rarement finalement. Donc ça c'est je pense une vraie qualité. C'est un marin, donc aussi, donc c'est quelqu'un qui est à l'aise sur l'eau, qui aime naviguer, qui aime les bateaux. C'est quelqu'un qui a le respect justement des autres et des anciens, et aussi des concurrents. Donc ça aussi c'est un peu important, et ça fait partie vraiment en tous les cas de ce qu'on a essayé d'amener donc avec l'écurie, donc avec la Lumuti, donc auprès de nos jeunes coureurs. Donc cette espèce de peut-être de respect donc de la compétition, de la course et de la course à la voile. Donc je crois que c'est tout ça. C'est aussi par moment l'humour. Il a pas mal d'humour. En fait, c'est caché, mais il a beaucoup d'humour. Quentin, il nous fait bien rigoler par moment. Donc en nous envoyant des petits messages, voilà, des petits messages. Donc voilà, c'est un peu toutes ces qualités qui font que c'est aujourd'hui un grand marin dans lequel il va falloir compter dans l'avenir, très clairement. Lalou, quel était clairement l'objectif avant la course? C'était la victoire ou c'était un podium? Non, on cherchait plutôt un podium parce que c'était en tous les cas, bon, d'abord, il n'a pas gagné, hein, donc tant qu'une ligne n'est pas franchie, il faut rester vigilant, donc clairement. Mais donc, je jouais pas vraiment la victoire. On cherchait un podium parce que le bateau en a vraiment la capacité, parce qu'on avait confiance donc dans Quentin, dans sa façon de fonctionner. Mais si tu veux, l'expérience justement peut-être était pas au rendez-vous. Donc tant c'est sa première grande course en solitaire. En fait, auparavant, il a fait juste la Dream Cup, donc en solitaire, donc cette année. Donc et c'est quand même une vraie grande première pour un jeune garçon, hein. Il a tout juste 30 ans, donc de partir en solitaire sur des mobilettes pareils, sur des machines, donc des Ocean 50, qui sont quand même des engins extrêmement volages, extrêmement difficiles à maîtriser. Donc voilà, donc même si cette expérience il l'a acquise depuis bientôt une dizaine d'années à mes côtés, ça fait rien. C'était quand même la première fois donc il partait en solo, et donc on se serait vraiment satisfait d'un podium, et peut-être c'est ce qu'il va faire. Voilà, en tous les cas, je touche du bois, tu vois, j'en ai partout dans ce magnifique bateau, donc voilà, donc on cherchait un podium, et aujourd'hui on mène une course depuis presque 9 jours, donc on est vraiment extrêmement satisfait, fier du travail accompli par Quentin, donc jusqu'à maintenant, quoi, très clairement, quoi. Et de toute façon, quel que soit le résultat, c'est ce qu'il faudra retenir sur cette transat, sur cette route du Rhum. C'est ce que j'allais vous dire, Lalou. Dans tous les cas de figure, vous serez très fiers de lui. Complètement, le travail accompli par Quentin, donc jusque là est quand même juste exceptionnel et incroyable, et c'est vraiment ça que je retiens, moi, c'est cette fierté d'avoir pu amener ce garçon à ce niveau-là. Et la prochaine étape, quel que soit le résultat, pour lui, son avenir, vous le voyez comment?
écoute, son avenir, c'est déjà de finir cette transat, de prendre quelques repos avant de ramener le bateau donc sur le Médoc, hein, puisqu'on est en pointe Médoc. Donc de ramener le bateau pour qu'on fasse un gros refit dessus et puis envisager l'avenir, parce que justement là a priori c'était la dernière course sous les couleurs d'Arkema. Donc voilà, on a des discussions en cours pour d'autres partenaires. Je sais pas si ça sera signé ou pas, mais un beau résultat comme ça nous permettrait donc peut-être de concrétiser les 4 saisons à venir, puisque très souvent donc les partenariats s'opèrent de Route du Rhum à Route du Rhum. Donc là on repart j'espère pouvoir repartir donc sur un cycle de 4 ans avec ce magnifique bateau, avec cette magnifique machine construite made in Médoc. Eh bien, merci Lalou. On vous souhaite bon courage pour la fin de la course, parce qu'on imagine que vous aussi, vous ne dormez pas forcément beaucoup en ce moment. Non, on fait beaucoup de cas avec Alex, on alterne, donc on dort à peu près 6 heures par 24 heures. Donc c'est vrai qu'on la fatigue commence un peu à s'accumuler. Mais je regardais les images de Paprec, je sais pas si elles sont passées à la télé, enfin en tous les cas donc derrière, mais c'est aussi un bateau donc issu de nos chantiers, puisque ça a été le dernier classe 40 produit donc par la Lemouti et produit donc pour la Route du Rhum, donc pour Johan Richomme, et donc on est aussi assez fiers de la course de Johan et donc de ce bateau. Quant à notre classe 40, puisqu'on en avait engagé un aussi, il a pu repartir depuis 2 jours et donc Kenny est reparti donc vers la Guadeloupe actuellement. Donc écoute, on est très fiers là aussi donc de représenter la Nouvelle-Aquitaine bien sûr, mais aussi donc le Médoc dans cette Route du Rhum, quoi. Bon, et on l'accompagne lui aussi bien sûr de tous nos meilleurs vœux. Merci Lalou, bonne fin de soirée et à bientôt. Merci à vous aussi, à bientôt. Merci Lalou. Retour en plateau avec à mes côtés Victor, et on va passer sans transition, comme on dit, au classement des IMOCA. La catégorie donc des IMOCA menée non pas par Charlie Dalin à Pivia, donc qui vient d'être relégué à la 2e place. Il accuse un retard de 8,4 milles nautiques donc sur Thomas Ruyant linked out. Au début de journée, c'était un retard de 1,4 milles nautiques, donc l'équivalent de 1 km 800 si on le reporte sur une durée en distance en kilomètres, pardon. À la 3e position, Jérémy Bayou gagne une place et se retrouve 3e donc avec son Charal à 43,5 milles nautiques d'écart entre Thomas Ruyant. 4e position, Kevin Escoffier donc perd une place sur son Holcim PRB, il est à 1115 milles nautiques de la Guadeloupe. À la 5e place, c'est donc Paul Meillat avec son Biotherme qui accuse un retard de 85 milles nautiques sur Thomas Ruyant. Et on enchaîne, Victor, avec forcément les classes 40. Les classes 40 donc menées depuis pas mal de temps avec Johan Richomme avec son Paprec archéen qui sort du coup du chantier de Lalou Rouquayrol, qui nous a très justement expliqué donc que ce bateau de Johan Richomme est donc dans la flotte de Lalou Rouquayrol. Il est à 1604 milles nautiques de la Guadeloupe. La 2e position, c'est Ambrogio Beccaria à 66 milles nautiques d'écart de Johan Richomme. 3e position, donc Corentin Douguet sur Keguiner Innovo. Il est donc à 1675 milles nautiques de la Guadeloupe, à 71 milles nautiques de retard sur Johan Richomme. Apprécié que vous nous avez donné le classement en live et que parfois, effectivement, les tableaux peuvent avoir un petit peu de décalage, mais c'est bien ce que vous venez de dire qui est le bon classement, Victor. Et j'en profite, une alerte info qui nous parvient de la course. Le skipper de Centracor a annoncé son abandon. Il s'agit de Michael Mergui. Il a abandonné ce vendredi début après-midi, alors que ses batteries ne fonctionnaient plus. Le marin d'hier, qui avait connu plusieurs problèmes techniques, n'avait pourtant pas ménagé ses efforts afin de poursuivre l'aventure. Donc c'est un abandon à déclarer en ce vendredi 18 novembre, Jean-François. Un de plus, malheureusement. On lui souhaite bonne chance pour la suite et on enchaîne tout de suite, si vous le voulez bien, avec notre traditionnel journal du Rhum. On ouvre le journal du Rhum de ce vendredi 18 novembre. Nous ferons un point sur les arrivées de la nuit, le point météo et le point course comme toujours. Le focus du jour sera consacré à Arthur Levaillant qui devrait passer la ligne dans les prochaines heures. Et nous ferons un tour du côté des classements des néo-aquitains. Un anticyclone des Açores à 1029 hectopascales au sud-ouest de l'archipel se déplace assez rapidement vers l'est à 1031 hectopascales. Entre les Açores et le Portugal, fort régime perturbé de nord-ouest. Près des Canaries, assez faible flux de nord devenant assez fort du nord-ouest. Entre l'arc antillais et les Açores, régime d'alizé modéré toujours très instable. L'ensemble de la flotte a progressé depuis hier soir, heure française, dans des conditions météorologiques toujours bien différentes selon les positions des bateaux. Ce n'est pas très étonnant car celle-ci reste encore moins étirée entre les deux ultimes 32
32-23. Dans la classe des Ocean 50 et les premiers IMOCA positionnés au nord-est de l'arc antillais et les bateaux de la classe Rome Mono localisés à l'autre bout de l'Atlantique Nord près de Madère. Pour une partie des IMOCA, ce fut par contre une délivrance de trouver des vents portants, mais à contrario des conditions parfois difficiles en raison toujours de l'instabilité de la masse d'air. Conditions bien différentes aussi pour la classe des Roms entre les bateaux au sud des Açores, qui a subi des calmes et creux près de Madère bénéficiant des vents portants. Les écarts se font et se défont ce vendredi alors que Francis Joyon et Yves Le Blévec ont à leur tour franchi la ligne d'arrivée de cette 12e édition de la Route du Rhum, terminant ainsi 4e et 5e dans la classe des Ultimes 32-23. La bagarre continue de s'intensifier à l'approche de l'arc antillais dans les autres classes et catégories. Chez les Ocean 50, le sprint est désormais lancé et un duel semble se dessiner entre les deux leaders, Quentin Vlaminck et Erwan Leroux, désormais passés sous la barre symbolique des 1000 milles restants à parcourir. Chez les IMOCA, dans le petit groupe de tête composé de 7 solitaires et toujours amené par Charlie Dalin, les écarts continuent de se faire puis de se défaire au gré des grains et des incessants bascules du vent. Idem chez les classes 40 où Johan Richomme-Paprec-Arkea continue de consolider son avance, mais derrière, la hiérarchie est régulièrement chamboulée. Hier, vers 21h, Xavier Macaire, groupe SNEF, a constaté 2 fissures importantes à l'avant de son bateau au niveau du bouchin et du fond de coque. Le sablier, qui évolue toujours dans le top 5 en classe 40, a lancé les travaux de stratification. Aucun abandon n'est à déplorer en ce vendredi 18 novembre. Le focus du jour est consacré au Rochelais évoluant sur son ultime mieux, Arthur Levaillant. Il devrait se présenter à Pointe-à-Pitre dans les prochaines heures. Avant cela, nous avons recueilli son témoignage au départ de Saint-Malo. C'est un bateau qu'on a récupéré au mois de juillet, donc finalement j'ai peu navigué dessus. J'ai fait une trentaine de navigations, on va dire, dessus depuis que je l'ai reçu. Et la chance inouïe que j'ai eue, c'est d'avoir des grands marins et de grands navigateurs qui connaissent très bien ce monde du multicoque, qui sont venus m'aider, m'apprendre des choses. J'avais beaucoup navigué en multi 50 et en multi 70 ces derniers temps. Et là, ça a été... c'est passé à l'étape supérieure. Donc c'est reprendre le temps. Les ultimes, c'est vraiment aussi l'éloge de cette démarche de se dire qu'on doit anticiper toutes les choses, d'être vraiment dans une dynamique de faire simple, d'être patient. Et donc c'est l'école de la patience, l'ultime. Et donc là, j'ai eu peu de temps pour naviguer, pour apprendre, pour comprendre tous les mécanismes du bateau. Je pense qu'à la fin de la Route du Rhum, je me dirais c'est bon, je l'ai bien en main. Mais voilà, je sais l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de faire un beau départ, de faire un beau tour de Bretagne, de passer bien le Cap Finistère et puis ensuite d'aller prendre beaucoup de plaisir dans les alizés, j'espère, jusqu'à l'arrivée, et de faire le retour ensuite avec le bateau à la voile. Mon but du jeu dans ce projet, c'est de partir, d'arriver et de faire la plus belle trace possible sur l'Atlantique. Alors Mieux, c'est un collectif d'entrepreneurs qui se questionnent ensemble, qui se disent qu'elles ont besoin de progresser ensemble sur beaucoup de sujets, sur le partage de la valeur, sur essayer de mettre plus d'éthique au sein de leur entreprise, essayer d'être aussi le plus sobre possible et travailler, comprendre qu'on a des limites planétaires, il va falloir penser le monde de l'entreprise de manière différente qu'on le vit actuellement aujourd'hui, et donc d'y instaurer d'autres indices dans la performance. Et c'est un peu l'esprit aussi que j'essaie de porter dans le monde de la course au large, moi, avec l'association La Vague qu'on a créée il y a quelques années, et tout se regroupe en fait. Et donc il y a une forme de cohérence dans ce que je suis en train de porter aujourd'hui, qui fait que je suis beaucoup plus aligné que j'aurais pu l'être il y a quelques années avec d'autres partenaires, et avec qui on n'est pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes envies à court, moyen ou long terme. Là, tout s'est créé finalement, et avec surprise aussi, parce que les planètes se sont bien alignées, dans une démarche qui est de se dire que oui, on a besoin de mieux faire, de mieux entreprendre, de mieux consommer, de mieux comprendre le monde, pour mieux s'engager sur différents sujets. Alors faire de mon mieux, c'est premièrement d'essayer de faire passer le message de manière la plus belle possible, de la manière la plus forte possible, de se dire qu'on a besoin de mieux entreprendre, de mieux consommer, de mieux comprendre le monde, de mieux s'engager sur différents sujets. Et ça, on va essayer de le pousser de la manière la plus forte possible à travers ce projet-là. Et ensuite, c'est de faire mon métier de marin, c'est-à-dire d'essayer de naviguer de la manière la plus propre possible, en faisant attention à mon bateau, en faisant attention à moi aussi, et en essayant de faire la plus belle trace sur l'Atlantique possible. Et puis si je peux jouer avec quelques petits camarades et être dans le match un petit peu avec, on en parlait hier avec Francis Joyon ou avec d'autres, je serai le plus heureux du monde. Et puis voilà, et ça sera déjà
une grande réussite de pouvoir faire ça. Un tour du côté des classements, les néo-aquitains. En classe 40, Jean-Baptiste Daramy, toujours 22e, et Quito de Pavan rentre de nouveau dans le top 10. En IMOCA, Yannick Bestaven et Yarno Boissière sont 14 et 16e. Arthur Levaillant devrait terminer cette route du Rhum à la 6e place. Et pour finir en Rhum mono, Wilfried Clerton se trouve à la 3e place du classement. Et après le journal du Rhum, vous connaissez la rubrique qui suit, bien sûr, c'est la rubrique On Board. Salut la Terre! En direct depuis Rennes-Saint-Malo, parenthèse de vie. Ça y est, on a repris la route après une escale à Sao Miguel aux Açores, où toute mon équipe a été magnifique. Tout est réparé, on a un bateau maintenant qui est à 200%. Et ça, c'est vraiment génial. Et je vais vous faire un petit tour d'horizon du programme d'aujourd'hui. On est reparti hier soir de Sao Miguel. On était au Reaching et je suis super content parce qu'on a fait une méga nuit. On a tenu les bateaux de nouvelle génération. Alors que normalement c'est des allures où on se fait distancer, donc c'est vraiment génial. Et en plus j'ai pu me reposer pendant ce temps-là, donc vraiment top. Et là on vient d'envoyer le grand spi qui va tout en haut. Donc le spi c'est la grosse voile d'avant, la plus grosse qu'on ait. Et quand on part faire une transat, c'est un peu les conditions dont on rêve, quoi, le bateau qui surfe sous spi. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et là aujourd'hui on va les jouer avec la bordure d'un anticyclone, faire un petit empannage dedans et redescendre vers le sud. Voilà le programme, tout va bien à bord. Et moi je suis super heureux de retour en course, plutôt bien placé pour le moment et on va se battre jusqu'au bout pour garder ce résultat. Ciao! Et voilà, on y est, un petit peu de spi enfin, ça déboule. Le temps est un peu gris. Mais voilà, on trace notre route, empannage dans 1 heure pour aller dans un petit point de passage dans l'anticyclone. Si la porte s'ouvre par merveille, on sera dans l'Alizé demain. Voilà, écoute, le moral est bon. On trace. Et tout se passe bien à bord du bateau, en bon état. Hâte d'être de l'autre côté dans l'Alizé, d'avoir un vent sûr et stable. Mais bonne partie du boulot est faite, c'est cool. Allez, à bientôt! Et oui, on fait aussi la vaisselle à 39. 26 là, un peu lent. Aïe 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 aïe. C'est pas une vie ça mes amis, hein, c'est pas une vie. Alors, voilà donc spi. Là on est la config avec le maximum de toile du bateau, maximum de surface. La grand voile elle fait 160 mètres carrés et le spi autour de 400. Ça fait de la bâche. C'est quand même agréable d'avancer un peu par rapport à cette nuit. Et j'ai rangé ma chambre. Voilà, c'est pas mal. On est à fond. À fond. C'est la première fois que je pars en 10 jours. Et aujourd'hui, j'ai envoyé un Jenaker. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que le vent est en train de tourner et que bientôt je vais pouvoir envoyer un spi. Et sans vous spoiler, c'est ce soir que j'envoie le spi. Yes! On va pouvoir attaquer la descente.
Et la descente en bateau à voile, c'est sympa. Il y a un front froid qui a balayé déjà une bonne partie de la flotte et qui va m'arriver dessus. Et on va pouvoir se servir du bout dehors. Comme ça on l'a pas emmené pour rien, le bout dehors, c'est pas mal. Bienvenue sur Redman. Voilà, on est dans la molle complète, 3 nœuds de vent. Il y a un petit lever de jour qui se prépare, ça va être sympa. Voilà, je passe exactement là où sont passés les gens devant moi. Ils étaient à 9 nœuds à l'endroit où je suis à 3 nœuds. Je suis content, il n'y a pas un nuage pourtant, il n'y a rien qui explique tout ça. Il y a des fois comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste prendre son mal en patience, ce qui est un peu compliqué, je vous le cache pas. Je les vois s'en aller devant et ça va être compliqué de revenir. Allez, à plus. Ensuite ouais, ok. Nous voilà à bord de Fives Lantana Environnement sur la route du Rhum. Une petite nuit difficile parce qu'on a été arrêté, alors c'était pas forcément prévu comme ça, on pensait pouvoir passer. Mais par contre on a un lever de soleil magnifique avec des petites glissades, le bateau est sous vient, il va tout seul, une belle houle, des températures correctes. Là c'est juste génial. Allez, bonne journée. Bonjour à tous. Il y a des matins dans une vie qui sont encore plus beaux. Et là, ça en fait partie. Passer une nuit fabuleuse. Ce grand spi. Montrer. Ça renvoie. Hein. Et c'est la fin de cette émission, de cette quotidienne consacrée à la 12e édition de la Route du Rhum. C'est donc le moment pour moi de remercier Victor Pérez-Boucheron qui est à mes côtés, de remercier également chaleureusement Paul Maison-Regnault et Yann Brinduc qui sont en régie, ainsi que Nicolas Coute, notre envoyé spécial en Guadeloupe. Cette émission est à revoir ce soir sur notre antenne à partir de 21h et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Toutes les dernières infos dans la soirée sur notre site internet. Et pour terminer, comme toujours, l'image du jour. Bonne soirée à tous et à bientôt. Et à demain.